député Thomas. Je lui ai fait effectivement, comme il vous l'a précisé cet après-midi, rencontrer les acteurs économiques, agricoles de la commune, du commerce aussi. Donc, pour vous présenter ma commune en quelques mots, donc la commune de Grézieux-le-Marché, c'est une commune de 815 habitants qui est située au cœur des Monts du Lyonnais, hein, au centre pratiquement de la nouvelle communauté de communes des Monts du Lyonnais. Donc, c'est une commune à vocation essentiellement agricole, puisqu'on a encore la chance de posséder une vingtaine d'exploitations sur la commune. Des exploitations agricoles très diversifiées, hein, ça va de l'élevage laitier à la production de fruits rouges, maraîchage, etc. Nous avons même un couple de paysans boulangers hein, qui cultivent leur blé, font leur mouture et font leur pain sur place, le vendent à leur ferme et sur Internet. Voilà, donc au niveau agricole, on a aussi la chance de posséder une zone artisanale et industrielle assez conséquente. Donc, on a visité l'entreprise Starge, comme vous l'a signalé Thomas tout à l'heure. Il y a aussi sur cette zone l'entreprise Monceret, qui est une salaison qui emploie environ 25 personnes et qui fabrique entre 30 et 40 tonnes de saucissons par semaine. Bref, un village relativement dynamique. On a une quinzaine d'associations. On a une école privée de 70 élèves environ. On a des commerces sur la commune, un dépôt de pain, épicerie et un restaurant. Alors, malheureusement, un restaurant qui est fermé depuis le mois d'octobre. Un restaurant qui s'appelle Au Barbel, qui est propriété de la commune. Donc, une commune dynamique et idéalement située, je dirais, au cœur des Monts du Lyonnais, à proximité du département de la Loire. Donc, on a beaucoup d'interactivité avec ce département voisin, puisque le bassin de vie de notre commune est quand même essentiellement tourné vers la Loire, et notamment la commune de Chazette-sur-Loire. Donc, alors, vous connaissez maintenant le fonctionnement de ces réunions. N'importe qui peut intervenir donc, au travers du petit chat là, sur le logiciel de visioconférence. Et vous pouvez également activer votre micro pour prendre la parole, éventuellement activer également la vidéo. Et pendant qu'éventuellement l'un d'entre vous prépare, et puis vu qu'on a encore beaucoup d'élus dans la salle et qu'on n'a pas eu le temps de tout à fait terminer la rencontre avec le conseil, s'il y a des questions également dans la salle, vous pouvez bien entendu les poser également. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. Et peut-être pendant que quelqu'un réfléchit à une première question, j'aurais envie de te poser la question. Didier, toi, qu'est-ce que tu retiens de ta première année d'engagement comme maire, la première année très particulière? Alors effectivement, une première année plus que particulière, puisqu'on a été élu le 15 mars en plein Covid, on va le dire. Et on a en réalité pu faire l'élection du maire et des adjoints que 2 mois après, hein, le 23 mai. Donc c'est vrai que c'était une année très très particulière. J'ai eu la chance d'être choisi comme nouveau maire. Une expérience effectivement pour j'allais dire, commencer un mandat comme celui-ci, je pense que l'expérience a été primordiale. Et on a passé une année, oui, difficile comme tous les maires de France et tous les conseils municipaux. Et on espère que les années futures seront meilleures. Bon. Ça a commencé par le plus difficile et maintenant, ça sera 4 années de bonheur qui t'attendent pour le mandat qui arrive. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de rester là pour les propos introductifs, pour qu'on ait le plus de temps possible pour échanger. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une première question, faire une proposition, apporter une remarque. Habituellement, lors des réunions publiques, la première intervention est toujours la plus dure, et puis après, une fois posée, ça incite à d'autres questions. Alors, on a déjà une question dans la salle. Alors, par contre, si tu peux parler bien fort pour qu'on soit sûr de t'entendre. Ok. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu en ligne, il y a 17 personnes de connectées. C'était une question concernant le déploiement de la fibre. Et donc, pour chaque question, on peut essayer d'apporter une réponse à la fois du point de vue communal ou du point de vue national. Je peux commencer à répondre ou tu veux commencer? Je complète. Ah, ok. Alors, sur la fibre, donc il y a un plan national très haut débit donc, qui essaie d'accompagner l'ensemble des collectivités qui souhaitent avancer. Dans le Rhône, il y a une convention qui a été signée entre le département du Rhône et l'opérateur Orange qui déploie sur ses fonds propres le réseau fibre optique. Et l'engagement initial de cette convention, c'est que l'ensemble des communes soient couvertes en 2022. Donc normalement, ça avance bien. Il y a déjà toute une partie des communes, on va dire, où le chantier a bien déployé, le chantier a bien avancé, pardon.
Après, je ne connais pas exactement l'état de la commune de Grézieux, si les armoires ont déjà été installées. Et Oui. il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a les installations des armoires, et ensuite, il y a le déploiement du capillaire pour que les foyers soient éligibles. Et ensuite, il y a le raccordement encore de chaque foyer. Alors, nous faisons partie des communes les plus avancées dans le déploiement de la fibre, puisque ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'ils travaillent sur la commune de Grézieux. On était une des premières communes éligibles. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête. On l'a reçu très récemment en mairie, donc je pourrais, Thierry, t'apporter la réponse. Mais je sais que déjà, on a un déploiement total au niveau du village et on assiste maintenant au déploiement en campagne parce qu'on voit aussi, vous avez pu le constater, qu'il y a certains portant des poteaux téléphoniques qui sont changés ou renouvelés, etc. Donc, nous, on fera partie d'une des premières communes desservies sur les monts du Lyonnais. Et alors, moi, ce que je peux te conseiller aussi, c'est de bien t'inscrire éventuellement sur le site de Orange. Il y aura tous les opérateurs, de telle sorte que dès que l'éligibilité sera effective, il y a une notification par mail. Et si vraiment, des fois, vous avez des petits problèmes de couverture de zone ou autre, ne pas hésiter à me solliciter, étant donné que je suis en contact souvent avec le directeur départemental d'Orange. Et encore, il y a quelques jours à Messimy, on a réussi à débloquer quelques dossiers. Donc, voilà, si la communication avec Orange n'est pas toujours hyper fluide, donc voilà. Toi, si je comprends bien, tu es dans un quartier qui n'est pas encore… Ouais. Oui. Alors, effectivement, c'est tout ça, c'est le retard potentiel. Alors, parce que les derniers raccordés en fait, il y aura peut-être un glissement, et encore, les opérateurs télécoms font partie des opérateurs d'importance vitale. Les OIV, ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, ils ont eu des conditions particulières de continuer, on va dire, certaines activités. Alors, le déploiement un peu moins, mais l'exploitation des réseaux au moins. Donc, bon, je pense que le retard issu de la crise sanitaire, il se compte en quelques mois. Pas beaucoup plus. Donc, il se peut que le calendrier glisse un peu. Après, sur les pénalités que peut infliger la collectivité, elles sont pas… Le département a une convention où l'opérateur s'est engagé sur des délais, mais mine de rien, le rapport de force n'est pas non plus extrêmement fort, dans le sens où il y a 0 € d'argent public sur ce déploiement de réseau. Donc, la collectivité peut suivre, mais elle n'a pas non plus un rapport de force hyper favorable pour imposer le strict respect des délais. Donc, je pense qu'il faut le suivre et voilà, les choses vont finir par arriver. Juste pour compléter, c'est une information que j'ai eue il y a très peu de temps. Hervé Crétin d'Orange viendra rendre compte auprès des maires de la collectivité le 18 mai de l'avancement du déploiement. Donc, le directeur vers vous à ce moment-là. Et d'ailleurs, lors du précédent mandat, lors d'un conseil des maires, je l'avais invité également pour rencontrer l'ensemble des maires de la circonscription. Voilà, donc le déploiement avance, mais effectivement, ça… Ouais. Sur la DSL ? Ouais. Ouais. Moi, alors, je pense que en fait, ce sont 2 réseaux quand même qui sont autonomes. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des abonnés qui switchent, on va dire, du cuivre vers la fibre, et que ça peut générer dans les baies de brassage des… Et c'est sûr que les réseaux de cuivre sont de moins en moins bien entretenus. Ouais. Mais En tout cas, vraiment, quand la fibre est là, c'est le jour et la nuit. Et non, mais pour vous faire espérer, et le bout du tunnel. Non, c'est vrai qu'en termes de débit, moi j'habite dans une ferme non loin d'ici, j'ai la fibre optique, j'ai 1 gigabit qui arrive de manière extrêmement stable.
Et franchement, c'est le jour et la nuit dans l'usage. Donc, je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Si c'est bon sur ce sujet, alors est-ce qu'en ligne, il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question? Alors oui, je vois une main qui se lève. Donc, allez-y. C'est Christian, je crois. Oui, c'est moi. Dis donc, non, mais c'est juste pour continuer, Thomas. Bonjour à tout le monde. Je suis le maire de Grézieux-le-Marché. Heureux de vous connaître. Je suis de Paul-Lyonnais. Je peux juste pour continuer sur le sujet, j'entends dire par un élu que certains se plaignent éventuellement en ayant la fibre d'avoir un mauvais réseau quand même. Ne serait-ce pas une fake news? Un mauvais réseau, mais de quoi? De téléphonie mobile? De réception, etc. Est-ce possible éventuellement que la fibre ne soit pas bonne techniquement par rapport à une installation ou autre chose? J'aimerais ton idée. Mais il est possible que ponctuellement, la fibre ne soit pas bonne parce que le câble a mal été serti. Parce qu'il faut que la fibre transporte de la lumière, donc il faut que le câble soit correctement serti pour qu'il n'y ait pas trop d'affaiblissement. Et normalement, lors du raccordement, par spectrométrie, on teste la qualité du câble. Mais une fois que la fibre fonctionne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal. Voilà. Merci. Après, il y a des sites qui peuvent être lents, mais du fait des services du site également. Voilà. Alors, tu m'envoies juste une demande. Tu parles, toi, d'un grand nombre de kilobits, je ne sais pas comment on dit kilobits. Est-ce que, parce que j'ai quand même regardé sur le site, il y a des zones qui ne pourront pas, je ne sais pas si ça a été négocié comme ça, je ne sais pas, mais dépasser la moitié, je crois, c'était 500, enfin, je ne suis pas sûr du chiffre, en tout cas de la moitié. Avec la fibre. Oui, avec la fibre. Est-ce que cette quantité peut évoluer dans le temps? Alors, bon, sur le grand intérêt de la fibre, moi je pense que ce qu'on doit dire, c'est l'équité territoriale. Parce qu'avec la DSL, il y avait beaucoup d'affaiblissement via les réseaux cuivres, ce qui fait que si on était à côté du répartiteur ou loin, on perdait rapidement. Au bout de 4 ou 5 km, il y a beaucoup moins de débit. Au bout de 7 km, il y avait quasiment plus de possibilité de se connecter, puisque c'était de l'impulsion électrique qui passait dedans. Avec la fibre, c'est de la lumière qui passe dedans et il y a beaucoup moins d'affaiblissement. Donc, peu importe la distance au répartiteur, le débit va être quasiment le même. Quasiment, parce qu'il y a quand même un petit affaiblissement lié à la lumière. Et donc, il y aura une homogénéité de service à l'échelle du territoire. Et il y a des débits, en plus, la fibre, c'est vraiment un investissement pour les 40 ou 50 années qui arrivent, parce qu'on ne connaît pas encore la limite théorique de vitesse sur les fibres optiques. Bon, je travaillais dans le secteur précédemment, donc si vous voulez parler, on a déployé pas mal de réseaux fibres, donc c'est ça pendant quelques années. Il y a une personne qui lève la main, pardon. Alors, je vous en prie, présentez-vous. C'est Martinière, alors je suppose que c'est votre nom de famille. Et alors, il faut activer votre micro. Voilà. Oui, ça y est. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, la question, c'est que nous, on est nouvellement sur Grézieux, enfin nouvellement, ça fait 1 an maintenant. Et en fait, on habite rue de la Forge. Et voilà, je voulais poser une question, savoir si éventuellement il y avait des travaux prévus par la commune ou le département, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que nous on habite au bout du bout, et en fait les voitures devant chez nous déboulent à vitesse quand même assez incroyable. Et alors on a des enfants en bas âge et c'est vrai que c'est un peu flippant, un peu dangereux quand même, parce que je vais pas dire 100% des voitures, mais il y en a quand même énormément qui arrivent à grande vitesse. Et voilà, savoir s'il y avait quelque chose de prévu, parce que le radar pédagogique, pour vivre à côté, ne sert pas à grand-chose concrètement. Alors moi, je vais être dans l'incapacité totale de vous répondre sur la rue de la Forge à Grézieux-le-Marché. Par contre, je pense que le maire ou un adjoint aux travaux pourra répondre. Écoutez, d'abord bonsoir, mais je vais répondre pour la commune. Effectivement, donc vous êtes situé tout en haut de la commune, côté Avez. Le radar pédagogique, j'ai aucun doute que c'est plus qui fait ralentir les gens qui descendent d'Avez. On a essayé, alors la départementale 34, elle traverse la commune. Les aménagements que la commune peut faire, c'est sous l'autorité du département. Donc on a travaillé déjà sur le côté Chazelles-sur-Lyon en installant un stop à l'entrée du village. Donc ça a fait déjà ça a fait polémique parce que c'était pas aussi simple que ça à mettre en œuvre. Et pour l'instant, du côté d'Avez, il n'y a pas de projet, il n'y a rien de prévu. Alors, on va réfléchir à ça. Je suis attentif à votre demande. Et on travaillera avec la commission voirie, effectivement, pour voir si on peut essayer de faire ralentir les gens descendant d'Avez. Quand je vous disais qu'on est sous l'autorité du département, on ne peut pas non plus, sur la voirie même, construire des ouvrages sans leur aval.
pour faire, par exemple, tout type de ralentisseur, etc. Donc, c'est des dossiers qui sont relativement complexes à monter et très longs. La rue de la Forge, c'est direction… Eh bien, c'est quand on arrive d'Avès jusqu'au milieu du village qu'après, c'est la rue de la bascule qui fait… si tu veux, c'est entre les deux panneaux, Avès, Chazelles-sur-Lyon, c'est la 34. D'accord, ok, ça marche. Et je me permets, quand vous dites très long, ça veut dire, je ne sais pas moi, 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est quoi à peu près les délais pour prendre des prises de décision comme ça? Vous avez une petite idée ou pas? Oui, non, c'est de l'ordre de 1 à 2 années, non, c'est pas 5 ans. Mais après, il faut mûrir un projet, il faut y réfléchir, il faut j'allais dire, amener les bonnes solutions par rapport à l'éventuel problème que ça pose, parce que faut pas non plus qu'on prenne le risque de créer plus de dangers qu'il y en a. C'est surtout ça la question. Et notamment, je reparle du stop qu'on a installé côté Chazelles-sur-Lyon, où ça a fait débat, parce qu'effectivement, le département nous disait, mais la route n'est pas si accidentogène que ça, donc ne créez pas plus de contraintes qu'il peut y en avoir. Donc, je vous dis, il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on mette en œuvre les choses. Mais oui, c'est pas des dossiers qui durent 5 ans, mais qui peuvent durer 1 à 2 ans, c'est sûr. Ok, donc si ça vous convient, je crois qu'il y avait une question de Madame Blanchard, si j'ai bien compris. Très bien, Oui. merci. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir le micro. Et puis on vous entend, je vous en prie. Donc vous êtes de Grézieux-le-Marchais? Alors, j'habite Grézieux, tout à fait. Voilà, j'aimerais savoir, ma question, c'est plutôt au niveau national et au niveau politique de l'État français. J'aimerais savoir quand est-ce que l'État va soutenir les forces de l'ordre et les pompiers et correctement et non pas comme actuellement. Très bien, merci pour cette question. Alors, sur le soutien des forces de l'ordre, moi, je ne suis pas dans une commission qui travaille spécifiquement sur le sujet, mais vu de ma fenêtre, le soutien aux forces de l'ordre, il est total, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie nationale. Et d'ailleurs, sur ce quinquennat, il y a eu la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes qui n'est pas encore tout à fait effectif. Excusez-moi de vous couper, je ne veux pas parler de tous ces postes-là, je veux parler du point de vue juridique, politique et tout ce qui est justice surtout. Oui, alors ok. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que les forces de l'ordre ont davantage de moyens aujourd'hui qu'en 2017. Et ensuite, effectivement, sur ces questions-là, il ne suffit pas effectivement d'interpeller les personnes qui pose des problèmes. Et il y a la question de la chaîne pénale. C'est ça dont vous parlez, c'est la judiciarisation de ceux qui sont fauteurs de troubles. Donc, effectivement, et là-dessus, historiquement, notre pays, quand on regarde les budgets de la justice, moi je l'ai appris vraiment en devenant député, on est un pays qui investit très peu dans la justice. Les chiffres en tête que j'ai, je crois, c'est 7 milliards d'euros par an, ce qui est rapporté à l'habitant, on va dire, ne fait pas beaucoup. Et donc, il y a tout un projet de réinvestissement dans la justice là, qui est porté par Éric Dupond-Moretti pour redonner davantage de moyens à la justice dans le cadre ensuite du code pénal actuel dont on peut se poser la question s'il est assez sévère ou pas assez sévère. En tout cas, par rapport à votre question du soutien aux forces de l'ordre et des pompiers, ce soutien est total. Et sur les pompiers, il y a une proposition de loi qui arrive visant à favoriser l'engagement. Je parle des sapeurs-pompiers volontaires. Vous, le sens de votre question, si je comprends bien, c'est de dire on n'est pas assez sévère avec les délinquants d'un point de vue justice, c'est ça? Voilà. Et puis dans le suivi aussi, ça serait qu'ils soient un peu mieux suivis. Ouais. Donc Moins de paperasse administrative pour la police, pour la gendarmerie et autres. Et Didier, il sait très bien pourquoi je parle de ça. Mais en tout cas, moi, je peux vous le confirmer, hein, pour parler beaucoup avec les gendarmes, le temps qu'ils passent à faire de la procédure, effectivement, ça s'est considérablement augmenté avec les années. Et donc, il y a un vrai travail, effectivement, de simplification pour qu'ils aient davantage de temps à passer sur le terrain. Effectivement. Après, sur la question de la judiciarisation, il y a également la question de la taille des prisons qui est un élément, on va dire, important. On est plutôt dans une période en ce moment mais depuis, quand je dis ça, c'est depuis 15 ans, depuis 20 ans, où les prisons, on va dire, ne sont pas de taille suffisante. Et donc, il y a une question aussi sur ce sujet-là pour
pour que la justice ne se… enfin, que la quantité de places en prison ne soit pas un élément qui freine la justice dans l'établissement des peines, si toutefois c'est nécessaire. Moi, j'espère que les lois changeront un petit peu quand même, parce que c'est quand même pas normal. Et vous, juste pour que je comprenne bien, il y a un point particulier, on va dire, c'est quoi? C'est la délinquance de droit commun, c'est des crimes plus durs qui vous… Toute cette méchanceté, tout ça, et tout ce suivi, tout ce qui est derrière tout ça, que les délinquants, eh ben, ils ne sont pas en prison, ils se baladent, et que les policiers, ils font beaucoup de paperasse, et qu'ils sont plus de paperasse que les délinquants sont dehors avant que les policiers aient fini leur dossier, leur paperasse. Voilà. Mais si vous voulez, on pourra en parler en directement, il n'y a pas de souci. Non, mais volontiers, hein, parce que je suis sûr que c'est… Vous m'avez pas répondu à ma question la première fois que je vous avais écrit par Internet. C'est-à-dire, il y a combien de temps que vous m'avez envoyé la demande? 3-4 mois que je vous avais envoyé un message. Donc, je suis prête à vous rencontrer, monsieur. Oui, non, mais avec plaisir. C'est par mail que vous l'avez envoyé, le message? Et que je n'ai pas eu de réponse. Ben, normalement, on répond à tous les mails, mais est-ce que éventuellement vous pouvez le renvoyer à la même adresse? Et on va regarder dans les archives pour le retrouver. Si, voilà, Didier sait très bien où j'habite, donc il vous donnera mes coordonnées. D'accord. Ok. Eh ben, merci Madame Blanchet, en tout cas, pour cette intervention. Alors, je crois qu'il y avait une autre personne j'avais vu une main levée, oui, de Céline. Oui, bonjour, c'est Tony. Enfin, c'est son Alors, c'est pas Céline, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit ça, mais ce prénom. Du coup, moi, c'était une question. Alors, c'était plus peut-être national et peut-être du coup communal. Pour la MJC, on se demandait avec tout à l'heure justement, avec les nouvelles annonces du président, quand on allait pouvoir peut-être ouvrir les locaux de la MJC, selon que on est très peu d'adhérents et un petit local. Du coup, voilà, on se demandait. Moi, je suis très content déjà qu'il y ait une question sur la MJC parce que précédemment, j'étais président de la Maison des Jeunes de Pomey et on venait souvent à Grézeux ou inversement faire des échanges de toute nature. Et on m'a dit tout à l'heure en plus que la MJC, après un petit temps de passage à vide à Grézeux, elle repartait, qu'il y avait un bureau très dynamique. Et donc, vous, votre question, c'était si je comprends bien, c'est sur l'ouverture du local de la MJC en tant que tel? Oui, même sur les activités. Admettons, là, le concours de pêche il est prévu le 15 mai. Et finalement, on n'a pas tellement de vision sur le concours de pêche parce que on se dit une activité en extérieur, concours de pêche, une personne tous les 3-4 mètres, ça devrait être bon. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est est-ce qu'on fait manger les gens à leur poste et on leur fait à chacun un plateau emporté ou est-ce qu'on aura le droit de les mettre à table, mais quelques-uns par table en extérieur, mais on ne sait pas. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Alors, il se trouve qu'il y aura des annonces demain du président de la République dans la presse quotidienne régionale, que j'ai eu la chance d'en avoir un peu la primeur, on va dire. Donc, je ne vais pas anticiper, on va dire, ce qui sera dit demain, mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 4 étapes. Il y aura une première étape donc le 3 mai, donc dès la semaine prochaine, avec la réouverture des collèges en demi-jauge, donc pour les 4e, 3e, et des lycées en demi-jauge également. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, on devra avoir, je parle sous contrôle, c'est le président de la République qui demain dira, mais d'après ce que j'imagine, demain, il y aura la fin de l'attestation pour les déplacements en journée. Et aujourd'hui, on s'était limité à 10 km. Demain, à partir de la semaine prochaine, cette attestation ne sera plus nécessaire. Ensuite, il y aura une étape 2 au 19 mai où il y aura un couvre-feu décalé à 21h. La réouverture des commerces et des terrasses avec des tables de moins de 6 personnes et réouverture des musées, en tout cas avec 800 personnes maximum en intérieur et 1000 en extérieur. Et réouverture des établissements sportifs de plein air. Reprise des activités sportives dans les lieux couverts de plein air. Voilà, donc ça, c'est une deuxième étape, on va dire le 19 mai. Et ensuite, vous aurez 2 étapes supplémentaires fin juin, avec, si je vais directement à l'étape 4 du 30 juin, plus de couvre-feu, plus de limite de jauge, et également la possibilité d'accéder à des événements jusqu'à 1000 personnes en intérieur et extérieur, notamment les concerts, l'ensemble des événements de culture. Donc ça nous, en gros, sous réserve des annonces du président de la République demain, à partir du 30 juin, on devra avoir quand même un
un contexte extrêmement allégé. Vous, votre prochain événement, il est quand? Il est le 15 mai. Alors, du coup, voilà, Il est 15 mai. Ouais. Et c'est 15 en fait, mai, on entendait parler à la mi-mai, le président devait annoncer l'ouverture des restaurants, tout ça. On s'est dit, bon, ben, mi-mai, 15 mai, on devrait être dans cette chose-là. À partir du 19 mai, d'après ce que je lis, voilà. Nous nous sommes rencontrés samedi avec Tony, on en a parlé. Alors, je lui avais dit, attends les annonces du président du 3, mais quelque part, on a la primeur de les avoir avant, puisqu'on est le 29. Et ben, en les entendant, enfin, on s'aperçoit que oui, effectivement, c'est à partir du 19 que les choses vont encore plus s'alléger. Mais bon, on reviendra vers vous, les jeunes, pour cette organisation à partir du 15. Ouais. Un événement de plein air, un concours de pêche où on peut largement se mettre à distance. Et voilà. Bon, en tout cas, vous étiez à la pêche aux informations ce soir, si j'ai bien compris. Ouais. Pas le concours de pêche. Bah, Et la MJC de Grézieux, alors vous préparez quoi comme vous avez quoi dans vos tuyaux d'une certaine manière? Alors déjà là, on voulait rénover un petit peu le local. Enfin, vu qu'on ne peut pas se faire spécialement des grandes activités, faire des manifestations, on a dit on va déjà faire un petit truc entre nous, donc déjà un peu remettre à goût du jour le local. Et qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? Après, les traditions un peu des manifestations, concours de pêche, concours de pétanque, un bal, on voulait remettre en place. Bon, ça, le bal, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Et puis apporter des petites nouveautés, un tournoi de Sixte, des sorties diverses, enfin voilà. Ouais. Mais, Bon, bah super. Et bravo pour tout cet engagement. En tout cas, c'est super important une MJ dans une commune. Effectivement. merci. Bon, et peut-être à bientôt. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres questions, une question ou une proposition en ligne. Donc, il y a 21 personnes de connectées. J'ai vu même Marcel Berne, je ne sais pas si Marcel tu nous entends, qui est connecté, mais par contre on ne voit pas ta vidéo Marcel, là tu es tout orange. Ah, je vois qu'on a une demande de prise de parole, alors j'ose pas dire le prénom, moi il s'affiche chez moi, Chaziliou. C'est bien ça. Bonsoir. Alors moi ma question c'est par rapport Vous pouvez vous présenter, vous êtes de Grézieux? Oui, je suis de Grézieux, oui, Chaziliou-Villemagne. Très bien. Alors la question c'est par rapport aux jeunes. Moi j'ai ma fille qui a eu 18 ans pendant le confinement. Donc il y en a beaucoup qui ont dû, il y en a certains qui ont dû décrocher, qui sont à la fac, qui ont dû décrocher parce que ça a été très compliqué. Il y en a qui se sentent peut-être isolés, hein, qui sont dans les grandes villes ou qui sont retournés chez les parents. Voilà, on sait toutes les difficultés qu'il y a derrière quand il y a un logement qui est loué et que finalement le jeune rentre chez les parents. La question est aujourd'hui concrètement, je parle de localement ou au niveau national, hein, qu'est-ce qui est fait? Je sais qu'il y a la possibilité pour les jeunes d'être accompagnés par des psys ou de faire une demande, mais est-ce que ces jeunes-là sont au courant? Comment ils sont au courant, comment ils sont informés et comment ils vont être mobilisés? Parce que bon, on sait que c'est à 18 ans, enfin à partir de cet âge-là, on a le droit de voter. C'est un droit qui est très important. Donc, comment ils sont informés, mobilisés, entourés, accompagnés? Voilà. Ouais. Merci, c'est une bonne question. Comme le disait le président, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 parce que la jeunesse, c'est vraiment le contact, les sorties, aller vers l'autre, Erasmus, les déplacements internationaux, etc. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et on a Kélia qui est ici, que vous ne voyez pas, mais qui est stagiaire dans l'équipe qui est à Sciences Po et qui travaille spécifiquement justement sur les mesures en faveur de la jeunesse. D'ailleurs, si Kélia, tu souhaites intervenir, n'hésite pas. Souvent, le diagnostic, c'est qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent, mais souvent, ils sont mal connus. Et il y a une plateforme, donc dans l'esprit de ce que vous indiquiez, qui a été lancée ces derniers jours, qui s'appelle Un jeune, une solution, donc qui est un site internet avec un accompagnement. Dans le cadre du plan de relance, je l'ai mis sur mon téléphone pour partager rapidement l'écran. Donc l'adresse c'est Un jeune, une solution. Et quand vous êtes jeune, vous pouvez aller dessus. Donc vous dites je suis jeune et vous avez accès à l'ensemble des mesures, on va dire, qui vous concernent, que ce soit
s'engager pour une cause, participer à un événement, chercher un emploi. Et même si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, vous pouvez laisser vos coordonnées et il y a un conseiller qui va vous rappeler pour vous aider dans telle ou telle démarche. Donc, je vous conseille vraiment le site internet, c'est Un jeune, une solution. Bon, ça, c'est le dispositif, on va dire, qui est fait au niveau national, et il y a plein de dispositifs plus particuliers. Quand vous parliez de la détresse psychologique, il y a eu des chèques psychologiques qui ont été faits pour les jeunes, il y a eu des tickets restaurants universitaires à 1 euro, donc il y a d'autres dispositifs, on va dire, comme ça, plus particuliers. Mais vraiment, le site Un jeune, une solution vise à centraliser l'ensemble des aides disponibles. Donc ça, c'est au niveau national. Ensuite, au niveau territorial, il y a des actions un peu plus particulières, ne serait-ce que de s'organiser entre jeunes, donc au travers de la Maison des Jeunes. Il y a les missions locales qui sont très mobilisées pour l'insertion des jeunes. Je ne sais pas si Didier, toi, tu vois des choses en complémentarité. Là, tu viens de le dire, on a parlé de l'AMJ, effectivement. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous pensiez à des points en particulier. En fait, moi, tous ces dispositifs-là, je les connais, mais je me mets à la place d'un jeune ou des parents qui ne vont pas forcément peut-être avoir le réflexe d'aller chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de… puisque je sais qu'il y a la carte, que je dis, c'est pas des bêtises, il y a le pass région. Ouais, pour la culture. Qui existe, voilà, qui a les coordonnées de ces jeunes-là. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les informer directement des dispositifs qui existent? Parce que tout ce que vous dites là, je le sais, parce que j'ai travaillé dans les associations et que je vais rechercher des informations. Mais c'est vraiment, est-ce que c'est des éléments qui arrivent aux jeunes? Puisqu'on sait même que dans les facs, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce qui existe dans leur faculté. Donc, voilà, encore ceux qui sont au lycée ou qui sont éloignés et que les parents n'ont pas cette facilité à aller chercher, peut-être. Ouais. Alors, en tout cas, moi, je pense que, en tout cas, moi, j'essaye d'aller au devant des jeunes. Par exemple, demain matin à 8h30, on a une visioconférence, 8h10 même, avec les lycéens de Saint-Symphorien-sur-Coise et la ministre, justement, ça tombe bien que vous posiez la question, en charge de l'engagement des jeunes, Sarah Lahiri. On organise une visio avec les lycéens de Saint-Symphorien-sur-Coise et elle pour parler de ces sujets et de l'engagement et du SNU. Donc, on va vraiment au devant des jeunes pour en parler. Et on a un autre projet à l'échelle de la circonscription qui est d'envoyer un courrier à tous les jeunes majeurs pour leur souhaiter déjà la bienvenue dans la citoyenneté et puis leur donner des informations en général. Mais c'est vrai que c'est à la fois, on va dire, il faut qu'on aille vers les jeunes et je pense que les jeunes doivent aussi eux-mêmes être proactifs et aller chercher les solutions. Et c'est la rencontre des jeunes et des solutions qui font que ça maturera au mieux possible. Mais si vous avez des idées plus particulières qu'on peut mettre en œuvre, n'hésitez pas. Voilà. De l'information dans les lycées, par exemple, il y a sans doute pas mal de choses à faire en complément. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, je sais pas si… Merci en tout cas et quelqu'un propose que cette visio soit ouverte aux jeunes de la Circo, mais cette visio de conférence est ouverte aux jeunes de la circonscription. Par contre, je suis pas sûr que le jeudi soir à 19h, leur première priorité, c'est de venir échanger avec un maire et un député. Et puis on a fait récemment, je regardais hier, on a eu une visioconférence dédiée aux jeunes de la circonscription qui a permis de faire remonter d'ailleurs plusieurs sujets. Il y en a encore un suite à cette visioconférence qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire que ce qui était servi dans les restaurants universitaires, c'était vraiment pas assez pour lui parce que en termes de quantité. Donc, il m'a demandé si je pouvais aller prochainement dîner dans un restaurant universitaire pour constater de moi-même qu'il y a en train d'y travailler. Et donc voilà. Donc, mais en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir dans la salle ou Je vois qu'on a 21 personnes de connectées, ce qui, proportionnellement par rapport à Grézieux, on va dire, est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Je vois qu'il y a des interventions par écrit. N'hésitez pas, même ceux qui sont déjà intervenus une fois, parce que je vois qu'il y a beaucoup de… Je ne sais pas si entre-temps on a retrouvé Marcel, que je salue s'il nous entend.
Marcel Berne, mais peut-être que le micro ne fonctionne pas. Ah, il y a une question ici. Par contre, si c'est possible de parler bien fort. Sur la question concernant les artisans, les artisans des petites communes qui voudraient ou qui souhaiteraient répondre à des appels d'offres. Alors, je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place justement pour faciliter pour les administratifs, tout ça, pour qu'ils puissent accéder à tout ça. Néanmoins, on regarde qui répond et tout, les choses qui arrivent, qui sont beaucoup plus armés, outillés et tout ça. Voilà, surtout la suivante, est-ce qu'il y a des choses qui vont plus faciles et surtout quand il y a des entreprises qui arrivent et qui sont moins disantes, forcément, il n'y a plus aucune discussion. Ouais. Parce que là, il y a pas un levier justement sur ces entreprises qui sont moins disantes. Ouais. Donc, je reformule la question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu. C'était finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les artisans puissent accéder plus facilement aux appels d'offres et que ce ne soient pas forcément les entreprises les moins disantes qui soient toujours retenues. Donc là, je crois que toi, tu connais bien le sujet. Alors, moi je ne vais pas me défausser d'un point de vue national, mais comme les appels d'offres sont la plupart du temps montés par les collectivités et qu'elles ont finalement la possibilité de mettre les critères qu'elles souhaitent, beaucoup finalement reposent sur la manière dont est libellé l'appel d'offres. Tu veux peut-être dire un mot là-dessus? Oui, effectivement, la question est récurrente. Alors, la construction des appels d'offres, effectivement, ils sont faits en fonction de certains critères, hein. Le critère financier, l'aspect technique, etc. Et la complexité, elle réside aussi surtout dans le montage des dossiers par rapport aux petites entreprises et notamment aux artisans qui ont des difficultés à constituer toutes les pièces administratives pour monter leur dossier, plus que quelque part pour être candidat. C'est la post-candidature qui est pour moi compliquée parce qu'une fois qu'ils sont dans le circuit, en général, ils ont des dossiers qui sont assez étayés et ils ont autant de chances que les autres d'être choisis. Mais je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut travailler. Et là, c'est plus aux législateurs finalement de faire le travail qu'aux élus parce que la constitution du dossier, elle est formelle et on ne peut pas passer outre, hein, quelque part. Donc ça, moi, j'ai énormément d'artisans qui me disent, même moi, je ne vais pas répondre à ton appel d'offres parce que c'est trop compliqué d'y répondre. Et ce qui fait que pour les collectivités, les coûts sont souvent 20-30% plus chers parce que… Bien sûr. Et nous sommes des fois, mais on est contraint de choisir des entreprises dont on a peut-être, je vais le dire comme ça, hein, brutalement en tant que maire, pas envie de voir travailler sur la commune parce que simplement, elles sont souvent les seules à avoir répondu. Donc, on ne peut pas bien faire autrement. Et je redis que nos artisans ou les gens du secteur, voilà, si l'entreprise n'est pas un peu conséquente et étoffée, ils ont vraiment du mal à répondre. Ça, c'est ça. Alors, donc là, on parle du Code des marchés publics qui essaie de coder tout ça. Pour tout vous dire, moi, pour être très franc avec vous, par exemple, pour un lot de maçonnerie ou de charpente, etc., pour un artisan, j'ai du mal à évaluer la charge de répondre à un dossier. C'est toujours les formulaires des C4, des C5, etc. Mais grosso modo, on peut dire que ça prend combien de temps? Ça prend une demi-journée, enfin, en dehors du dossier technique en tant que tel. Hein. Ouais. Est déjà rempli en partie. Ouais. Surtout, l'idée, oui, c'est pour démarrer dans le. Ouais. Ouais. On demande souvent des références chantiers, des trucs comme ça, forcément. Sachant que là-dessus, il peut peut-être avoir un accompagnement de la collectivité. Et je crois que ces dernières années également, le seuil a été relevé à 40 000 euros. Ouais, 40 000. Le seuil de dispense d'un marché formalisé, voilà. C'est ça. Ouais. Il est passé de 25 000 à 40 000, ce qui laisse plus de latitude, effectivement, aux élus pour pouvoir constituer des dossiers et notamment faire un choix sur certaines entreprises. Ouais. Mais je redis, il est frustrant des fois d'être contraint de choisir des entreprises dont on n'a pas envie, et il est aussi frustrant de ne pas voir celles qui sont sur notre territoire ne pas candidater. C'est certain. Et là, finalement, c'est le sujet. En fait, pourquoi il y a cette complexité? C'est parce qu'il y a la volonté de transparence finalement dans les choix publics.
Et le sujet, c'est de trouver le bon équilibre entre ces impératifs de transparence et la simplicité aussi d'acteurs d'arriver. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté de la surcharge administrative. La question qu'on pourrait se poser, par exemple, c'est est-ce qu'il faut encore remonter ce seuil au-delà de 40 000 euros, ce qui veut dire finalement dispenser les collectivités d'une procédure trop compliquée, mais ce qui veut dire aussi leur faire davantage confiance, parce que quand sur tous les marchés qui sont passés, il peut y avoir des fois moins de transparence et des choix, on va dire, moins objectifs, on va dire, qui sont faits. Enfin, moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à croire qu'il faut aller vers la confiance et ne pas trop complexifier les choses et faire confiance, on va dire, aux élus. Le maire est toujours contrôlé par son conseil municipal dans tous les cas. Voilà. Et faire confiance aussi aux élus. Et puis quand je parle du local aussi, quand on a un chantier qui est mené à bien, il y a aussi souvent après un service après-vente et quelque part une maintenance à effectuer. Et quand on a affaire à des entreprises locales, ben c'est quand même bien plus simple de faire appel aux gens qui sont à côté. Et justement, je crois qu'il y avait une question de Jean-Paul à ce sujet-là, concernant les appels d'offres. Jean-Paul, est-ce que la question peut être posée oralement éventuellement? Oui, c'est juste pour compléter ce qui était dit. C'est que est-ce qu'un jour on va modifier la loi de façon à préférer les entreprises de proximité, les entreprises locales? Est-ce qu'il y a parce que sinon on est toujours dans la même situation. C'est plutôt les entreprises polonaises qui font les réfections d'école que les entreprises locales. Alors, je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut aller plus loin dans le code des marchés publics. Là, c'est vraiment du domaine de la loi de s'attacher à ce sujet-là. Mais déjà aujourd'hui, il y a notamment ce qu'on appelle les clauses sociales et environnementales qui permettent dans les appels d'offres, de mettre un certain nombre de dispositions pour aller dans ce sens-là. Mais effectivement, il faut bien penser à le faire en amont. Et pour aller plus loin, sur le territoire des Monts du Léman en particulier, mais je pense que ça s'est fait ailleurs, les collectivités se sont engagées, notamment avec BTP Rhône, et ont signé une convention pour avoir des bonnes pratiques en termes de choix publics, notamment de ne pas toujours aller vers le moins 10 ans, mais de veiller aussi aux critères qualitatifs. Donc voilà, donc je pense que ce dossier, finalement, on le traite à la fois effectivement en rendant peut-être les collectivités un peu plus libres au travers du code des marchés publics, moins contraintes en tout cas, et puis dans la pratique des marchés publics au niveau local, en intégrant ces contraintes dès le début et en n'hésitant pas à formaliser ces contraintes avec des clauses sociales et environnementales, en accompagnant les entreprises pour répondre au marché. Oui, et puis on a aussi dans le plan de rebond, alors les subventions régions, d'après ce que j'ai pu comprendre, elles seraient aussi attribuées en fonction des entreprises qu'on ferait travailler, en privilégiant notamment le local au niveau régional, mais c'est une volonté du président de la région de le faire. Donc, on va aussi peut-être dans ce sens-là. Tout à l'heure, quand je parlais du législateur, ça commence par là. Effectivement, il faut, si on veut faire avancer les choses, il faut aussi se mettre les bonnes règles en place dès le départ. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des tendances par rapport au rôle des communes. Ben là, les tendances quand même par rapport à la commande, c'est que je pense qu'on sort quand même d'une trentaine d'années où on a été un peu peut-être naïf et très ouvert sur la concurrence internationale. Et malheureusement, parfois porté un peu par l'approche européenne qui a poussé à ça, parce que par la volonté de mettre le consommateur vraiment en haut des priorités, et ça, parce que des fois, ça a permis d'obtenir des prestations moins chères. Et je crois que là, la crise sanitaire nous amène à revoir un peu des fois ces philosophies, et je voyais un sondage récemment qui indiquait que 85% des Français estimaient que dans certains secteurs, il était préférable de payer les choses un peu plus chères, mais que ce soit des entreprises françaises qui réalisent ces prestations. Donc, je crois que dans la philosophie globale de tout le monde, il y a quand même cette volonté de plus en plus de dire il faut que lors de l'achat public notamment, veiller à commander du local parce que c'est ce qui permet à des entreprises d'assurer une souveraineté et de l'emploi. Un quoi? Un levier. Aujourd'hui, il faut prendre l'entreprise mais ceux qui sont déjà sous l'estimation. Ouais. C'est là où il y a plus de discussion, mais il y a une entreprise qui est sous estimation. Si ça a changé, je sais pas. Alors, moi, ça fait quelques années que je n'ai pas rédigé un appel d'offres.
Mais de mémoire, déjà, dans les critères d'attribution des offres, il y a une pondération à établir entre la note technique, le prix, etc. Et quand une collectivité veut cesser beaucoup de marge de manœuvre, elle met la note technique, on va dire, très haute et le prix moins important. Ce qui veut dire, voilà. Et le deuxième sujet, c'est que quand il y a une réponse avec un prix anormalement bas, je crois que ça peut faire l'objet on peut l'écarter en disant bien sûr. Voilà. Infructueux. Voilà, c'est infructueux, on considère. Donc ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a la loi à changer, mais les collectivités aussi, des fois, hésitent aussi entre avoir un prix plus faible et une entreprise qui n'est pas tout à fait du territoire. C'est aussi des fois une volonté politique locale de dire je préfère payer un peu moins cher. Oui, on en parlait cet après-midi. Effectivement, on a aussi garant des finances de la commune. Donc, quelque part, par rapport aux différences de prix, on se questionne, ce qui est normal. Après, aujourd'hui, ce que Thomas l'a bien dit tout à l'heure, on a aussi peut-être fait confiance depuis un certain nombre d'années à certaines entreprises. On en mesure aujourd'hui certaines conséquences, notamment en termes de vieillissement. Je parle du bâtiment où on a eu peut-être des malfaçons et qu'on prend conscience maintenant peut-être qu'il faut payer le juste prix pour avoir une qualité irréprochable quelque part. Et moi, je trouve que le bon argument, c'est de dire l'entrepreneur du territoire, il s'impose lui-même de faire de la bonne qualité parce qu'il est le maire le croise le week-end, etc. Alors que celui qui a 200 km, tu le reverras plus. C'est ça. Et donc finalement, il y a un cercle vertueux à travailler sur le territoire. Mais je crois que là-dessus, quand même, globalement, moi, la vision que j'ai, c'est que les communes et la communauté de communes sont quand même assez sensibilisées sur ce sujet-là. Enfin, j'ai en tête les entreprises, par exemple, qui ont travaillé sur l'hôtel d'entreprise à Saint-Symphorien-sur-Coise de la gendarmerie. Et quand on a fait les appels d'offres, d'ailleurs, je me demande si c'était pas Marcel qui s'occupait de la commission d'appel d'offres à la communauté de communes, il y avait cette préoccupation qui était constante. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent un peu tardivement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir avec une question, une proposition. N'hésitez pas si vous le souhaitez. On a encore une bonne dizaine de minutes si nécessaire. C'est bien, vous êtes encore, je vois, vous êtes 25 à être connectés. Est-ce que quelqu'un est... Peut-être, Fabienne, tu veux dire un mot parce que tu nous as suivis à distance aujourd'hui. Et Fabienne, elle a regretté de ne pas être présente aujourd'hui pour des raisons réglementaires. Non, je voulais juste dire que pour avoir participé à maintenant une vingtaine de reportages, puisque cette format de réunion publique en visio qui n'était pas celle prévue au départ a été un peu étoffé de par le Covid, et que de co-construire comme ça une réunion, une après-midi avec le maire, c'est quelque chose d'extrêmement riche, mais qui demande pas mal d'investissement de la part de la municipalité, parce que l'idée est vraiment que chacun puisse apporter sur la table ce qui les préoccupe. Et je tenais vraiment à remercier le maire Didier Blanchard, parce que je peux vous assurer que cette préparation a été vraiment réfléchie ensemble, et que toutes les propositions de rendez-vous que vous avez pu avoir cet après-midi est vraiment venue et a émané de la part du maire, et on a bien senti qu'il y avait un vrai travail d'équipe entre tous les élus, et je tenais vraiment à le souligner parce que c'était énormément apprécié par l'ensemble de l'équipe, et on ne dit pas toujours, comme vous dites, les merci nécessaires, et j'espère, enfin je crois bien que tout ce que vous avez pu voir cet après-midi et les personnes que vous avez pu rencontrer ont certainement attiré l'attention du député qui est Thomas, et certainement que ça va enrichir le point de vue de chacun. Donc, merci. Mais c'était vraiment une après-midi très riche, et ce travail préparatoire que vous faites, parce que vraiment, il permet en quelques heures d'aborder énormément de sujets. Ils ne font pas tous l'objet d'une action derrière, mais en tout cas, ils permettent effectivement d'enrichir la réflexion, et tôt ou tard, on a à traiter du sujet, et là, on arrive directement armé sur le sujet et pertinent. On a parlé par exemple du foncier agricole, du foncier pour les industriels, des délais, alors encore une fois pour les communes, pour modifier leur PLU quand une entreprise veut s'installer, des délais qui sont pour les entrepreneurs toujours trop longs, parce qu'ils raisonnent à quelques mois, voire on est en mesure de leur dire 1 an. Voilà, quand on commence à parler de 2 ans, 3 ans d'incertitude, c'est quelque chose qui pose des complexités.
Et puis tous les projets portés par la commune aussi, là, au travers de la salle, au travers de la chaufferie collective. Enfin, il y a vraiment pas mal de projets qui sont portés et ça fait plaisir de voir tous ces projets qui donnent vie au territoire. Et puis, je rajouterais que pendant la période de repérage, bien évidemment, on essaie d'imaginer quelles seraient les actions et les personnes les plus importantes à faire rencontrer aux députés. Mais il y a aussi tout un aspect qui se traduit plus dans la petite vidéo qui sera faite après, mais je tiens à souligner que tous les élus qui sont impliqués comme ça dans les villes, je crois qu'on ne le réalise pas toujours, mais ils portent vraiment au fond de leur cœur l'histoire même du village, et que le maire Didier Blanchard nous a montré quelques coins qui lui est cher dans la ville, et on a pu, avec Mathieu Gérandola, qui est responsable de toute l'assemblage de la petite vidéo, essayer de résumer, parce que malheureusement, on ne peut pas tout mettre en action. Mais disons qu'on est chaque fois extrêmement touché quand on vient dans une commune différente d'être amené à découvrir et à comprendre la spécificité de chaque village. Et c'est d'autant plus le cas dans les Monts du Lyonnais, parce que même si c'est des petites entités, chacune, chaque ville ou chaque village a vraiment une âme, et on le ressent à chaque fois. Donc, merci encore. Et désolée d'être pas là ce soir. Bon, et jeudi prochain, je crois qu'on est à Craponne, c'est ça. Donc, on sera dans un contexte complètement différent. Totalement autre. Alors, je crois qu'il y avait Merci, Fabienne. Une question de Marc. Entre-temps, je vois sur le chat. Je ne sais pas si la question peut être posée oralement. Oui, bonsoir. Moi aussi, je suis arrivé très tard parce que j'ai fini mon boulot très tard. Non, c'est simplement, je ne veux pas embêter trop tout le monde avec ce sujet, mais comme Thomas, je sais que tu es très au fait des questions de défense nationale. Bon, il s'est passé quand même quelque chose cette semaine qui interpelle quand même pas mal de gens sur l'attitude de ces officiers qui se sont exprimés de façon inhabituelle. On n'avait plus l'habitude depuis ça très très longtemps, qui montre une espèce de, comment dirais-je, une espèce de défiance vis-à-vis du gouvernement. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, je pense que tu as sans doute des choses à ajouter à cet événement. Bah, oui, forcément, je l'ai vu comme tout le monde. Alors, bon, déjà, le premier point que je note, c'est que cette tribune des généraux, elle a été publiée le 21 avril, qui n'est pas tout à fait une date anodine, puisque le 21 avril, dans notre imaginaire collectif, c'est la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, ce qui était une première. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés, le 21 avril, et notamment le 21 avril 2021, c'est les 60 ans du putsch des généraux à Alger. Donc, peut-être que la date est anodine, mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr que cette date soit anodine. Je ne sais pas si... Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble critiquable dans cette tribune, c'est que elle semble, dans sa dernière phrase, appeler à une certaine forme d'insurrection, ce qui est réprimandé par le code pénal, et d'autant plus quand elle émane de personnes qui, pour certains, sont encore en deuxième section, c'est-à-dire qui sont encore soumis à l'État militaire. Donc voilà, je trouve que ces généraux, pour la plupart, ont servi la France au travers de leur activité, et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils terminent ainsi leur carrière, sachant que plus aucun des généraux d'actifs, hein, ce sont tous des généraux deuxième section ou à la retraite, qui auront par ailleurs la possibilité de s'exprimer comme simples citoyens, mais qui là confondent un peu l'expression qu'ils peuvent avoir, et la parole militaire est importante dans l'espace public. D'ailleurs, on avait organisé déjà des débats publics dans la circonscription invitant des militaires, et vraiment ils ont un regard sur la société des choses extrêmement intéressantes à dire, mais ils doivent s'astreindre à un devoir de neutralité politique, en tout cas quand ils parlent en tant que militaires. Donc voilà, il me semble que la tribune, on va dire, a franchi cette non-neutralité, et que le ministère des Armées est en train d'envisager les mesures qui peuvent être prises contre ces généraux qui seront simplement une mise à la retraite d'office. Hein, voilà. Et par ailleurs, quand on regarde les biographies de ces différents généraux, plusieurs
sont déjà proches des mouvements d'extrême droite, voire ont été candidats déjà sur des listes du Rassemblement national. Donc voilà, donc, tout ceci n'est pas anodin. Et pour terminer, je rappellerai qu'on parle de 20 généraux sur plus de 5000 qui sont en situation équivalente. Donc voilà, donc, je trouve que c'est dommage qu'il se soit abaissé à une telle tribune. Et voilà, mais pour autant, la discussion de fond reste intéressante par ailleurs. Et il y a des problèmes qui sont pointés dans cette tribune qui sont des problèmes qui sont réels et qu'il faut régler, avec lesquels tout le monde peut être d'accord. Quand ils disent que la loi doit être appliquée de partout sur le territoire national, je pense que personne n'est contre un tel positionnement. Voilà, je ne sais pas si ça… Moi, j'ai envie d'ajouter que ce gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la condition de l'armée. Tu es le premier à le savoir. Et c'est une façon assez étonnante, j'allais dire, de cracher dans la soupe d'un gouvernement qui a fait beaucoup pour l'armée, beaucoup plus en tout cas que le précédent. Donc, je tiens à le redire. Bon. En tout cas, moi, j'ai aucune inquiétude sur le grand professionnalisme et la fidélité de l'armée et son côté 100% républicain. Voilà, là, il y a quelques généraux à la retraite qui ont dépassé, on va dire, qui ont cassé leur devoir de neutralité, mais aucune inquiétude en tout cas par rapport aux capacités opérationnelles et à la neutralité et l'esprit 100% républicain de nos armées. Voilà, on a fait alors, il est 19h58, alors je ne sais pas s'il y a une dernière intervention. N'hésitez pas à prendre la parole s'il y en a une ou dans la salle. Sinon, comme je vois qu'il est 20h, on va pouvoir peut-être conclure. Et ben moi, je dirais simplement, Didier, un grand merci pour cet après-midi sur la commune. Enfin, au-delà de redécouvrir certains éléments, parce que je connais quand même assez bien la commune. Je trouve qu'il y a des sujets qui ont été abordés, qui étaient des vrais sujets, soit lors des visites ou soit dans les échanges qu'on a eus, notamment la question du statut de l'élu local, la question de la régulation des réseaux sociaux, la question des appels d'offres. C'est plein de sujets sur lesquels il y a encore des progrès à réaliser et c'est très important pour moi, en tout cas, d'avoir ce retour, on va dire, en direct pour essayer de représenter au mieux les citoyens de la circonscription. Donc, merci beaucoup pour ça. Et si ça te convient, je te propose de dire le mot de la fin avant de clôturer la vidéoconférence. Mais écoute, moi, à mon tour de te remercier, Thomas, pour ta venue cet après-midi. J'ai été très heureux de t'accueillir sur ma commune, puis j'ai pu la mettre aussi en valeur et t'expliquer aussi toutes nos problématiques. Je tiens aussi à remercier toute ton équipe. Je vois Fabienne, je regrette qu'elle soit pas à nos côtés cet après-midi. C'est vrai qu'on a bien travaillé à ta venue. On échange depuis, je crois, la fin du mois de janvier, à peu près. Donc, ça a été pour moi un réel plaisir. Et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Donc, et je remercie aussi les membres de mon conseil qui sont venus quand même en nombre ce soir te poser les questions qu'ils avaient envie de te poser. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure comme ça et se souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation. Ok, merci beaucoup et très bonne soirée à tous ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont encore présents physiquement.